SRO. SRO, you have a range clear launch. And CDR. Il faudrait être vraiment stupide pour être assis sur 30 tonnes de propulseurs et ne pas avoir un peu peur. Tout se met à trembler, des centaines de boutons s'allument de partout. On passe Mach 2, Mach 5, Mach 10, Mach 15, Mach 20, et ça pousse de plus en plus, et c'est... Je me souviens pas avoir pensé à autre chose qu'à prendre mon pied. Une pression de 3G et tout se relâche. Vous flottez. Vous êtes dans l'espace. Parmi toutes les formes de vie qui peuplent la Terre, les humains ont développé un goût contre nature. La curiosité d'aller voir toujours un peu plus loin à quoi ressemble l'inconnu. Rêveurs de mondes nouveaux, mais cobayes de la science, les astronautes éprouvent dans leur chair les conséquences d'un voyage spatial. Nausées, vertiges, irradiation, stress, angoisse, mélancolie. Réunis pour la première fois, des astronautes de tous les continents racontent les bouleversements physiques et psychologiques causés par les séjours dans l'espace. Les confidences qu'ils ont accepté de nous livrer annoncent les prochains défis à relever alors que l'humanité prépare ses premières expéditions vers la planète Mars. L'arrivée dans la station spatiale marque l'accomplissement d'années d'entraînement et d'une vie à rêver d'espace. Pourtant, quelques instants seulement après leurs premières envolées, le corps des astronautes se rappelle à eux. Cet organisme façonné par la Terre n'est pas fait pour l'espace. Après une demi-heure en impesanteur, j'ai ressenti un léger malaise. Ça devenait inconfortable. Et là, la nausée m'a saisi. Après 30 secondes en impesanteur, j'ai compris que je n'allais pas me sentir super bien. Ça m'a pris le deuxième jour. Je travaillais normalement et tout à coup, pendant 5 minutes, je me suis senti très nauséeux, très malade. Pendant les 3 ou 4 premiers jours, je me déplaçais toujours avec un sac dans la poche, au cas où j'aurais envie de vomir. Après 4 jours de vol, j'ai regretté d'être devenu cosmonaute. La nausée touche les astronautes dès les premières heures en impesanteur. Sur les images des conférences de presse qui célèbrent leur arrivée dans l'espace, la moitié sont malades, mais les astronautes se cachent pour vomir. On ne s'en vante pas. Et en général, les astronautes n'en rendaient pas compte après le vol, de peur de ne pas être réaffectés en vol, parce que quand vous êtes malade, vous n'êtes pas performant. Vous ne remplissez pas vos tâches. Donc les autres, ils doivent travailler encore plus dur. La pire des nausées de l'histoire spatiale a touché l'Américain Jack Garn, resté totalement improductif pendant les 7 jours de son voyage. Une blague d'astronaute raconte que les variations de son teint auraient au moins servi à mettre au point une échelle de mesure pour évaluer la gravité des nausées. C'est fondamentalement un conflit entre ce que perçoivent les yeux et ce que ressent le corps.
Quelque chose de très étrange se passe dans le corps et le cerveau essaye de comprendre. Est-ce qu'il doit se fier aux yeux, à l'oreille interne, à l'estomac? Les yeux disent tu es à l'envers, les organes otolithes dans l'oreille interne qui évidemment flottent en apesanteur disent non, c'est n'importe quoi, conflit de signaux pour le cerveau comprend pas, il déroule sa checklist, la première raison c'est peut-être qu'on s'est empoisonné, donc tac, il vide l'estomac, c'est ça le mal des transports, c'est aussi bête que ça. Le cerveau des terriens se trompe. Vomir ne sert à rien. Sans le repère de la gravité, l'oreille interne ne peut plus indiquer la verticalité. Dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas, simplement 3 dimensions. Mais en quelques jours seulement, la zone du cerveau qui gère les informations de l'équilibre s'éteint et les nausées disparaissent. Okay, I'll see if I can. I'm feeling dizzy. I'll see how quickly it stops. So it definitely felt dizzy initially, and now it's gone. No, is that quick? Yeah, completely normal. Amazing. Mais avec un sens de l'équilibre désormais en veilleuse, pour comprendre l'orientation de leur corps dans l'espace, les astronautes ne peuvent plus se baser que sur la vision. Ils ressentent alors un étrange sentiment de désorientation. Pendant un moment, je n'arrivais pas à me défaire de cette impression d'être collé au plafond du vaisseau. Ajoutez à cela la sensation de plonger en avant et de tomber dans le vide. C'est évidemment une illusion. Dans la station Mir, il y avait un nœud central avec des modules attachés dans toutes les directions. Et quand vous arrivez d'un module dans ce nœud, au fait, c'est où je vais? Où est le sas où je dois me diriger? Quand vous volez d'une pièce à l'autre et que soudain le plafond s'inverse et se retrouve au sol, alors que toute votre vie vous avez appris que ce plafond est censé être au-dessus de vous et pas en dessous, il faut se dire « Je suis dans l'espace, tout va bien ». Une semaine après leur arrivée, le cerveau des astronautes s'est entièrement habitué à son nouvel environnement. This is the story of a book, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ils évoluent désormais dans la station spatiale comme des poissons dans l'eau. Je me suis couché mourant et je me suis réveillé en pleine forme. Je n'éprouvais plus ni nausée, ni mal de tête, ni douleur dans le dos. Et là, j'ai commencé à vivre comme au paradis. Le miracle de la nature, c'est qu'on s'habitue à tout très rapidement. Et l'impesanteur, c'est extrêmement agréable parce que vous n'avez plus aucune tension dans le corps. Tout le corps est complètement relaxé. C'est sûrement une des sensations les plus agréables qu'on puisse ressentir. La sensation de légèreté absolue, d'absence d'effort. C'est le bonheur parfait, c'est-à-dire vous ne pesez plus rien, vous ne sentez plus votre corps et vous avez ce sentiment de liberté absolue. Ce n'est pas juste qu'on flotte, on vole d'une pièce à l'autre. Et j'ai adoré ça. Mais alors que les astronautes testent leur nouveau pouvoir, leur corps tout entier se transforme peu à peu
et perd dangereusement sa condition de terrien. La première fois que je me suis rendu compte que je vivais dans un monde différent, c'était lors d'une expérience qui visait à mesurer notre activité métabolique. Si on se fiait à l'interprétation de l'ordinateur, je dormais 44 heures sur 48. En voyant ces résultats, j'ai pris conscience que mon corps était en état de léthargie. Léger comme rien, le corps se débarrasse de ses muscles devenus inutiles. Comment éviter la fonte du corps dans un environnement où les haltères s'envolent? Il a fallu imaginer des appareils de musculation à base d'élastiques, de tendeurs, de ressorts résistants et forcer les astronautes à s'y soumettre. Quand on me demande ce qui était le plus dur pendant le vol, je réponds, pour moi, c'était de faire du sport. Les muscles ne veulent pas faire de sport. Ils ne veulent pas être surchargés. Ils vont bien. Alors déjà, faire du sport en salle, c'est pas très palpitant. Et là, on est obligé, par exemple, pour faire du tapis roulant, on est obligé de s'attacher avec des sandaux qu'on met sur les épaules. Et cette tension qu'on a sur les épaules est extrêmement pénible, en fait, hein. Je m'attachais avec des tendeurs, comme si j'avais un poids de 70 kilos sur les épaules, et je commençais à courir. Il fallait vraiment se forcer pour faire ces exercices. Je me mettais en tenue et j'essayais de me convaincre. Cours, cours, cours. Quand il y a des centaines de personnes au sol qui surveillent si vous vous entraînez ou pas, c'est très facile de s'entraîner. Alors qu'ils peuvent désormais voler, les hommes de l'espace doivent s'entraver pour garder leur forme terrestre. Mais de jour en jour, malgré tous les efforts, les muscles fondent et les os se fragilisent. À terre, les astronautes peinent à lever un bras victorieux. C'est par leur sauveteur qu'ils sont portés en héros. Mais sur Mars, personne ne les attendra. Là-bas, on n'aura pas le temps d'une longue réhabilitation. Il faudra travailler tout de suite. Au début, en revenant à terre, quand je penchais la tête, j'avais l'impression que j'allais être entraîné par le poids. C'est 5 kilos quand même la tête, c'est pas rien. Et du coup, je pensais que j'allais jamais arriver à la redresser. C'était un vrai stress au début. Je disais, oh là là, oh là là. Et j'arrivais tant bien que mal au prix de ce que j'avais l'impression d'être un effort suprême, à remettre ma tête droite. Et après, je la bougeais plus du tout parce que je me disais, c'est pas possible, sinon je vais tomber. Les premiers hommes à débarquer sur Mars seront-ils capables de poser plus d'un pied sur le sol? C'est précisément pour répondre à cette question que Mikhail Kornienko, quelques minutes seulement après son retour d'1 an dans l'espace, est transporté dans un hangar pour simuler une arrivée sur la planète rouge. Je reconnais que c'était difficile, surtout dans un scaphandre lourd. Je ne cache pas, j'ai transpiré. Mais malgré tout, c'est faisable. Faisable, mais pas encore totalement rassurant. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like Les malaises de la Canadienne Heidemarie Piper, juste après son retour de quelques jours dans l'espace, deviendraient problématiques sur une planète inhabitée. Comme tous les muscles,
Le cœur des astronautes qui n'avaient plus à lutter contre la gravité pour irriguer la tête s'est affaibli. Le corps a oublié le poids. De décennie en décennie, les expériences à bord des stations spatiales ressassent l'inventaire des problèmes physiques causés par les séjours dans l'espace. En attendant que s'ouvre la perspective d'une expédition vers Mars, les astronautes tournent autour de la Terre encore et encore pour que les mutations de leur corps instruisent la médecine spatiale. Il y a énormément d'expériences dans plein de domaines dans la station, mais ce qu'on en retient, nous, c'est beaucoup la médecine, la physiologie, parce que c'est celle qui nous demande le plus de participation. C'est pas juste brancher un système, appuyer sur Start, récupérer les résultats, les envoyer au sol. C'est vraiment utiliser son corps comme cobaye, comme lieu de l'expérience, prise de sang, test physique. On a des biopsies avant, après, des IRM, des radios, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est de celle-là qu'on se rappelle le plus, et parfois aussi parce que c'est celles qui font le plus mal ou qui sont le plus difficiles. D'une certaine manière, c'est le prix à payer. Toutes les personnes qui ont la chance d'aller dans l'espace doivent une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est la contribution à la science, l'entretien de la station et les expériences dans lesquelles notre propre corps est impliqué. Le corps des astronautes contemporains ne serait-il que le banc d'essai des explorateurs du futur? Comment ces aventuriers dans l'âme, contraints à entretenir le laboratoire volant dont ils sont les cobayes, peuvent-ils assouvir leur désir d'exploration? J'avais beau être prévenu, avoir vu des films en IMAX tournés par les astronautes, la première fois que vous voyez la Terre de vos propres yeux, c'est waouh, avec des larmes aux yeux, et c'est vraiment époustouflant. C'est une expérience extraordinaire, humainement parlant, de pouvoir voir sa propre planète de l'extérieur et de vivre ça. Quand tu regardes la Terre, c'est comme si tu entrais dans une église. Tu vois des fleuves, des forêts, des océans, des mers. Ça t'hypnotise. C'est une sorte de psychothérapie, tu oublies tout. La beauté de la planète Terre, je pensais la constater simplement comme mes prédécesseurs. Mais elle est d'une beauté à en perdre les mots. C'est inexprimable. Hello, and welcome to the International Space Station. I'm Katie Coleman, NASA astronaut. And this is my world. Il y a différentes façons de regarder la Terre, suivant votre humeur. Quand vous avez l'esprit curieux, vous regardez en bas et vous vous demandez « Mais qu'est-ce que les gens peuvent bien faire ?» Je me rappelle que je tournais sur moi-même et je voyais les lieux aller et venir et je savais que ça allait continuer, encore et encore. Les psychologues de l'espace ont nommé ce sentiment inédit, rapporté par tous les êtres humains qui ont voyagé dans le cosmos, l'Overview Effect. L'impact d'une vue globale, l'effet sur le psychisme humain de la vision de la Terre
perdu sur son fond d'infini. En fait, quand on regarde la Terre depuis l'espace, on sent de manière immédiate. C'est-à-dire que ce n'est pas juste intellectuel, c'est visuel, physique, que la Terre est ce système fermé. C'est un bout de rocher lancé dans l'espace et c'est presque miraculeux qu'existent les conditions nécessaires à la vie animale, végétale. On est unique, il n'y a que ça pour nous les terriens. On a intérêt à faire gaffe, on a intérêt à gérer la Terre comme un vaisseau spatial. Chaque terrien est un membre d'équipage du vaisseau Terre et il n'y a personne d'autre. La Terre est remarquable. Cette capacité à produire l'air qui nous entoure, ces cycles incroyables où les plantes absorbent le CO2 et relâchent de l'oxygène, notre planète a évolué en un système miraculeux. Et quand vous devez reproduire ce système de manière mécanique, à l'échelle d'un vaisseau spatial, vous vous dites, la Terre est vraiment fabuleuse. Un vaisseau spatial est un écosystème. Une bulle de vie lancée dans le vide. Les cycles naturels de la Terre, source de la vie, sont reproduits par des machines. L'oxygène, l'eau, circulent presque indéfiniment des organismes humains aux machines de recyclage et des machines aux organismes. Dans ce semblant de vie terrestre, les éclairages recréent un cycle artificiel de 24 heures. Un petit espace mural permet d'accrocher quelques souvenirs. Mais de semaine en semaine, de mois en mois, la promiscuité et l'inconfort pèsent sur le moral. La mélancolie guette. L'éclairage est artificiel, l'air est artificiel, l'eau ne change pas, la nourriture ne change pas. Ce genre de choses rendent la vie un peu monotone. 24 heures sur 24, on était entouré par des machines très bruyantes, comme de gros ventilateurs. J'aurais aimé entendre des sons de la nature, comme le ruissellement de l'eau ou le souffle du vent. Ce type de son me manquait énormément. L'odeur de la terre nous manque, les lacs nous manquent, l'herbe nous manque, tout ce qui est lié à la terre nous manque. Au fil des jours, le spectacle éblouissant de la Terre vue de l'espace peut devenir pervers. Le film continue d'un paradis proche, mais inaccessible. On a un attachement, je ne l'ai pas dit charnel parce que la Terre n'est pas charnelle, mais un attachement matériel. On sent vraiment que ces molécules de la Terre, qui sont assemblées dans des graphismes extraordinaires, magnifiques, hypnotisants pratiquement, ces molécules, en fait, elles vibrent complètement à l'unisson avec celles qui composent votre corps. On est de la même matière, en fait. Et il y a un lien de vie extraordinaire avec cette planète.
Pour les astronautes qui regardent le paysage, d'un côté, il y a la Terre, infime point d'ancrage de la vie. Et de l'autre, l'univers. Ce qui m'a paru le plus important, c'est que quand vous regardez la Terre de l'extérieur, hormis le fait qu'elle soit belle et tout le monde le sait, bon, mais c'est surtout qu'elle est complètement isolée sur un fond d'espace d'un noir absolu. Là, il y a un noir, mais c'est une surface, il y a un volume, il y a une finitude. Quand vous mettez les yeux dans le cosmos, vous sentez comme un vertige, c'est-à-dire que votre regard ne porte plus sur rien du tout. Et en fait, la seule chose que vous sentez, c'est ce malaise et cette émotion interne. Et je dis souvent que plus on regarde loin, ou plus on va loin, plus finalement on se retrouve la vérité au fond de soi-même. Et je crois que c'est ça le grand secret des aventuriers, des voyageurs, des explorateurs. C'est la recherche de soi. Tous les humains qui ont voyagé dans l'espace décrivent comme une révélation leur lien essentiel à la Terre. Comme s'il avait fallu s'en éloigner pour le comprendre. Pour les voyageurs de l'espace, comment pallier le manque de sensations terrestres? J'ai demandé aux psychologues de m'envoyer des sons de la nature. Par exemple, une matinée à la campagne, les oiseaux qui chantent, des coqs, des sons d'orage aussi. Et un jour, alors que je faisais du sport sur la machine d'entraînement du segment américain, j'ai allumé les sons d'orage sur l'ordinateur et Scott arrive brusquement et me demande « Où tu as eu ça ?» Je lui ai répondu « On me l'a envoyé ». Il m'a demandé s'il pouvait me l'emprunter et à partir de ce jour-là, on entendait l'orage en permanence dans le segment américain. La Terre manque et ceux qui y vivent aussi. Les amis, les enfants, les amours, les inconnus. Enfermés dans quelques mètres cubes, avec une poignée de congénères qui n'ont pas choisi, les astronautes vivent une expérience sociologique extrême. Pour ceux qui voyageront vers Mars, les conversations en temps réel avec la Terre seront impossibles. Un message envoyé mettra jusqu'à 20 minutes à parvenir au destinataire. Des conditions proches de celles éprouvées il y a encore quelques années, lorsque les créneaux de transmission étaient pour l'essentiel réservés aux communications techniques. Alors que Jean-Pierre Aigneret séjourne dans la station Mir pendant 6 mois, sa femme, Claudie Aigneret, également astronaute, poursuit ses entraînements au sol à Moscou. Alors on utilisait beaucoup le radio amateur. Il y avait une station radio amateur à bord de Mir qui nous permettait de contacter qui on voulait. Et Claudie avait une station radio amateur aussi à la Cité des Étoiles à Moscou. Le problème, c'est que quand moi j'émettais, j'attirais tous les radios amateurs de l'univers, enfin qui étaient à portée VHF. Et donc, moi, avec mon altitude, je brassais tout ce qu'il y avait à 3000 km de rayon, dont un certain Gino à Milano. Jean-Pierre, c'est Gino à Milano. Gino, je suis en train de parler avec ma femme, si tu veux nous laisser. Jean-Pierre, c'est Gino, Milano. Et puis, on n'arrivait pas à se parler. Communiquer manque terriblement.
Les autres manquent. La diversité des êtres humains manque. On trouve parfois que c'est compliqué, qu'il y a des tensions entre les communautés, mais quand vous êtes isolé pendant des mois, vous n'avez qu'une envie, c'est la diversité. Vous voulez parler à des gens qui ont des points de vue différents. Vous désirez par-dessus tout ce contact humain. Le voyage aller-retour vers Mars durera 2 ou 3 ans. Une vie durant laquelle les astronautes n'auront pour seul compagnon que les quelques membres d'équipage. Il faut constamment chercher à créer le contact avec les autres. Et c'est dur de le faire, pas uniquement quand on arrive, quand on s'entraîne ou lorsqu'il se passe quelque chose d'excitant, mais tout le temps. Il faut faire un effort conscient pour être un peu plus sociable, un peu plus aimable avec les collègues. Pour bien s'entendre, il faut que l'autre t'intéresse. C'est comme en couple. Si la vie avec ta femme est intéressante, vous pouvez rester ensemble. Moi, ça fait 57 ans que je suis avec ma femme. Comment choisir les membres d'un équipage qui doit vivre en autarcie pour éviter l'explosion psychologique? Actuellement, la mode est au stage Survivor. La convivialité des candidats est mise à l'épreuve du stress et de l'inconfort. Mais pour s'assurer de la résistance psychique des prétendants, les psychologues des agences spatiales rivalisent d'imagination. Les 10 derniers candidats retenus sont enfermés dans un 3 pièces pendant 1 semaine pour subir une série de tests. Et un des tests consiste à faire des origamis de grue pendant des heures, sans interruption. Et les psychologues, vous voyez très bien, dans une sélection de ce genre, vous voyez bien ce qu'ils cherchent. Ils cherchent le tout et son contraire. C'est-à-dire le quelqu'un qui a du caractère, mais qui en même temps est un mouton, celui qui est prêt à prendre tous les risques, mais qui dira jamais qu'il veut prendre le moindre risque. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc vous leur dites ce qu'ils veulent, des réunions, des trucs, des tests. Vous voyez très bien ce qu'ils veulent, c'est assez transparent, quand même. Quand j'étais candidate, puis quand je faisais partie du comité de sélection, je pense que ce qu'on cherchait, c'était des personnes capables de jouer pour l'équipe. Mon avis, c'est que c'est une science très inexacte, qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution, et qu'ils sont même sur la mauvaise voie. On pense qu'il faut 3 personnes sociables, le gars le plus apprécié ou qui s'entend avec tout le monde, alors qu'en fait, quand on est dans l'espace, par exemple pour une mission de 3 ans vers Mars, et qu'on est assis là avec 2 personnes pendant des mois, il vaut mieux être du genre scientifique fou. Donc, je pense que le trait de caractère d'un bon membre d'équipage, c'est d'être en accord avec soi-même et d'être bien seul. Les premiers astronautes étaient choisis pour leur virilité, parmi des pilotes d'essai déjà pleins de testostérone. Il y a 40 ans, pendant son voyage de 200 jours, Valentin Lebedev et son comparse expérimentaient pour la première fois de l'histoire spatiale la mixité. Une femme, Svetlana Savitskaya, leur rend visite pour 1 semaine. C'est une question compliquée. La femme. Vous imaginez, on était entre hommes, on pouvait voler en caleçon, on ne se rasait pas. Alors que là, il fallait faire attention, il fallait se contrôler, avoir l'air présentable, il fallait se raser. C'était gênant. Il a fallu du temps pour que la société soit prête. Valentina Tereshkova a été la première femme à voler et après, il n'y a plus eu de femmes pendant des années. J'ai commencé à me dire, je suis peut-être née trop tôt.
Et puis soudain, la NASA a cherché de nouveaux astronautes pour la navette. J'avais les diplômes nécessaires et j'ai été sélectionnée dans le premier groupe de femmes du programme américain. Les logiques machistes, encore en vogue dans l'aérospatiale, expliquent qu'à l'heure actuelle, à peine 10% des humains partis dans l'espace sont des femmes, comme l'américaine Cady Coleman, ici tout en haut à gauche. Comme il y a encore moins de femmes que d'hommes, on est plus facilement remarqué. En d'autres termes, il est encore nécessaire pour les femmes d'être irréprochables, de très bien faire leur travail. Pour l'équipage en partance vers Mars, qui vivra pendant 3 ans dans un petit espace isolé, la question de la mixité esquisse un autre grand tabou des agences spatiales. Le sexe en impesanteur inspire encore davantage les publicitaires que les recruteurs d'astronautes. Outre la difficulté technique, les dynamiques de groupe qui découleraient d'affinités sexuelles entre certains membres de l'équipage n'ont toujours pas été étudiées. D'aveu d'astronautes, les seuls accouplements dans l'espace ont eu lieu in vitro, avec des gamètes de salamandre. Peut-être en Europe, on aborde ça de manière un peu plus libre, mais je pense que ce soit aux États-Unis ou en Russie, c'est un tout petit peu plus conservateur dans l'approche, donc c'est un petit peu, on ne parle pas de ces choses-là. Je sais pas, il y a une théorie, c'est d'envoyer que des filles, parce qu'apparemment ça se passe mieux. Une autre théorie, c'est d'envoyer des couples. Alors là, par contre, il va falloir en trouver des couples. Des couples astronautes, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est vrai que si on envoie un équipage mixte, garçon-fille, sans affinité particulière, la question va se poser. Mais je pense que ça viendra peut-être de l'Europe, justement. C'est peut-être un truc qu'on peut contribuer au programme spatial. Une approche décomplexée de la sexualité. Quelles que soient les différences, de genre, de tempérament, de culture, dans l'espace, faire équipe est une question de professionnalisme, de survie. Au lendemain de la guerre froide, les deux nations ennemies, soviétiques et américaines, décident d'un programme spatial commun. L'américain Jerry Linenger et le russe Alexander Lazutkin doivent cohabiter pendant 5 mois à bord de la station Mir vieillissante. Les 3 coups durs qu'il faut éviter dans l'espace, c'est la décompression, l'incendie et une fuite toxique. On a eu l'incendie. Le 24 février 1997, pour faire face à un besoin supplémentaire d'oxygène, Alexander Lazutkin démarre un système parallèle de production. L'appareil surchauffe et prend feu. L'alarme s'est déclenchée. Et là, j'ai vu mes coéquipiers se tourner lentement vers moi. En 30 secondes, je ne pouvais plus voir les doigts de ma main. C'était le noir complet. Le premier instinct dans un incendie, c'est de se baisser. Mais l'instinct terrestre ne sert à rien ici. L'air chaud ne monte pas, la fumée est partout. Ouvrir la fenêtre pour évacuer la fumée? Impossible. Donc je me mets à chercher un respirateur, je l'arrache du mur, j'enfile le masque en caoutchouc, je l'enclenche et j'ai de l'oxygène. On a reçu l'ordre « Préparer le vaisseau spatial pour l'évacuation ». J'ai ouvert la trappe et j'ai vu que le Soyouz était plongé dans la fumée. À ce moment précis, j'ai eu peur. Donc je me retrouve là-haut, 400 km au-dessus de la Terre, tout flotte. Moi, 2 Russes, de la fumée partout, drôle d'endroit pour mourir, Jerry. Je me suis ressaisi et j'ai pensé, on va se débarrasser de ce feu et je vais revoir mon fils. J'ai vu l'équipage comme le mécanisme d'une montre. Tout le monde était en action.
personne ne paniquait, personne ne criait. Tout le monde faisait strictement ce qu'il fallait faire. J'ai pensé, c'est beau. L'équipage parvient à contenir l'incendie, qui finit par s'éteindre de lui-même lorsque l'oxygène de l'habitacle s'est entièrement consumé. Deux heures plus tard, alors que les derniers masques à oxygène arrivent au bout de leur capacité, la station Mir a régénéré une atmosphère à peu près viable. Dans ce genre de situation, on devient une bande de frères face à l'adversité. Et il n'y a personne d'autre avec qui j'aurais voulu être. Parce qu'à travers ces situations critiques, on apprend à se faire confiance, on sait que l'autre gars ne panique pas, et c'est ce gars-là avec qui tu veux être dans l'espace. Les premiers équipages qui partiront vers Mars devront faire face à des risques inédits, des problèmes physiques et psychologiques pour lesquels la science n'a pas encore de solution. Entre 1969 et 1972, 6 équipages se sont posés successivement sur la Lune, à 380 000 km de la Terre. Depuis, aucun humain n'y est retourné. Par économie et par prudence, les astronautes tournent désormais en orbite 1000 fois moins loin, à 400 km d'altitude. Mais le vaisseau des hommes qui partiront vers Mars quittera pour la première fois la zone d'attraction terrestre. Ce qui aura un énorme impact psychologique, c'est de voir la Terre devenir de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle devienne un point lumineux dans le ciel. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains ne verront plus la Terre. Nous, on la voit en permanence. Elle est là. Notre home planet est là. Nous, on a une immense salle de cinéma à notre disposition. Notre Terre. Là-bas, on n'aura pas de vue sur la Terre. Il n'y aura que des étoiles. Notre Terre deviendra juste une planète du système solaire. L'équipage aura constamment en tête que personne n'est là pour les aider. Il n'y aura rien du tout. On sera tout seul, tout seul, tout seul. Tout seul comme personne n'a jamais été seul dans l'histoire du monde. Ce sera compliqué, psychologiquement. Quitter l'attraction terrestre est depuis longtemps dans les cordes des ingénieurs. Par dizaines, des machines télécommandées se sont aventurées dans les régions lointaines du système solaire. Mais pour l'humain qui envisage d'embarquer à bord, les doutes n'ont pas de solution technique. Pour Mars, je pense que le plus compliqué, c'est que le voyage sera très long et qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Ce qui est difficile, c'est l'inaction, c'est de rien faire, et c'est là qu'on commence à tourner les choses dans sa tête. Nous, on fait des journées de 12 heures minimum dans la station spatiale, donc quelque part, la question se pose pas trop. Moi, j'étais occupé tout le temps, et je pense que c'est ça le secret. Il faut donner aux gens des choses à faire. Sur un voyage vers Mars, 300 jours aller, eh ben, je sais pas ce qu'on va faire. La grande différence avec l'expérience que j'ai vécue, c'est qu'on ne pourra pas revenir sur Terre si jamais il y a un problème. Partir dans ces conditions, je ne suis pas sûr que j'en serais capable. L'ennui et l'angoisse ne sont pas les seuls écueils pour ceux qui s'éloigneront dans l'espace intersidéral. Déjà, aux frontières extérieures de l'atmosphère, les éléments cosmiques rappellent leur puissance. À tel point qu'ils sont considérés par les agences spatiales comme l'obstacle numéro 1 à un voyage vers Mars. Quand vous êtes dans votre sac de couchage, toutes les lumières fermées pendant la nuit pour dormir, eh bien, il vous arrive, même les yeux fermés, d'avoir des blinks, des éclats, vous voyez, des petits éclats blancs dans les yeux. Quand je me reposais, paupières closes,
Je voyais comme des flashs derrière les yeux. Des flashs lumineux, des raies de lumière à travers la paupière. Plein de petits scintillements. On voit tous ces radiations. Et avec une régularité alarmante. Donc ça rappelle qu'on baigne dans un environnement très radioactif. Les particules qui percutent les astronautes proviennent du Soleil et de l'espace intergalactique. Sur Terre, sans la protection naturelle de la magnétosphère, la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu se développer. Après un voyage vers Mars, le risque de cancer mortel dû aux radiations pourrait varier selon le capital génétique des astronautes d'1 chance sur 10 à 1 chance sur 2. Des risques qui dérogent à toutes les réglementations sur le travail. Mais qu'en pensent les employés des agences spatiales? Cette nouvelle génération d'astronautes qui pensent concrètement à partir pour Mars. On s'est imposé un risque qui vient des régulations de la santé américaine, je crois, gouvernementale, qui est qu'on ne peut pas avoir plus de 3% d'augmentation de chance d'avoir le cancer, ou un nombre un peu arbitraire, parce qu'il a bien fallu en définir un. Voilà, donc au regard de ça, le voyage n'est pas faisable, entre guillemets. Les limites de carrière imposées par les agences sont extrêmement restrictives. Et personnellement, mais c'est vrai pour la plupart des astronautes, nous serions prêts à nous exposer à des limites plus élevées. Nous, dans le corps des astronautes, on serait tous prêts à accepter 6%. Je dis 3%, 6%, c'est quoi la différence? Je ne sais pas où est la limite. Peut-être qu'à 30%, on commencerait vraiment à réfléchir, mais entre 3 et 6%, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Mais on ne travaille pas à risque zéro. Quel élan pousse un homme à risquer sa vie pour marcher sur une planète inhabitée ou voir les étoiles de plus près? Pour l'astronaute contemporain, l'expérience ultime, c'est de sortir du vaisseau et plonger dans le vide. Dans quelques décennies, quelques siècles peut-être, ces images, symboles de la plus haute technologie d'une époque, rappelleront une humanité barbotant encore sur les rivages de sa planète. Mais aujourd'hui, elle confronte les deux moteurs de l'exploration. D'un côté, la quête de connaissances, où l'humain est un outil, nécessaire tant que des machines ne peuvent le remplacer. De l'autre, l'expérience humaine. Le désir de plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau. En avril 1997, Jerry Linenger accomplit sa première et seule sortie extravéhiculaire avec son chef de bord russe. Pendant que j'attendais dans le sas avant qu'on ouvre la trappe, mon pouls commençait à augmenter et je me disais, je vais enfin le faire. Troisième homme de l'équipage, Alexander Lazutkin suit les opérations depuis l'intérieur de la station Mir. Jerry devait sortir en premier. Le chef a dit « Jerry, ouvre la trappe ». Jerry, reçu, je commence à ouvrir la trappe. Je l'ai ouverte. Jerry sort. Jerry, reçu, je sors. Et Jerry est sorti. Puis il devait dire « Je suis sorti, tout va bien ». Mais Jerry, à ce moment-là, on volait au-dessus de la mer Méditerranée. Et son épouse, Katia, était sur un bateau. Et Jerry le savait. Jerry a commencé à crier « Katia, salut !»
Il a commencé à répéter « Comme c'est beau ici !» C'était impossible de l'arrêter. Tout le monde sur Terre voulait savoir si Jerry était sorti, si tout allait bien, si le chef pouvait sortir à son tour. Le chef aussi attendait cette confirmation. Jerry était en extase. Et je vais vous dire, quelle expérience! Vous êtes parmi les étoiles, vous marchez dans l'espace et c'est génial. Et là, j'ai vécu ce moment profond où je me suis dit, je ne suis rien, je suis une poussière. Et l'instant d'après, je regarde le soleil qui se lève et je pense, je suis comme le créateur qui regarde sa création. Et c'est fabuleux. Donc, vous vous sentez à la fois poussière et créateur. Et ce contraste, c'est vraiment profond. Après des mois dans l'espace, tous ont changé, conscients d'avoir vécu une expérience unique. Et pourtant, tous se préparent au retour sur la planète avec soulagement. La violence de l'entrée dans l'atmosphère marque cette frontière fine, vitale, entre l'espace et le monde terrestre. Le corps reprendra ses habitudes. En quelques jours, les hommes de l'espace retrouveront le sens de l'équilibre. En quelques semaines, quelques mois, les muscles qui les tiendront debout. Mais psychologiquement, les voyageurs de l'espace chercheront désormais à concilier le quotidien d'une vie terrestre et la vision de leur planète, perdue dans l'infini de l'univers. Aujourd'hui, j'habite sur cette planète et je me sens comme un extraterrestre. Tout le monde sait que la Terre est ronde. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'étoiles, qu'il y a le Soleil, des galaxies, un univers. Savoir est une chose, c'est autre chose de le voir. Moi, j'ai vu ce monde.